Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Tiers de Vue. Très content que vous soyez là aujourd'hui parce que, on vous parle d'un film qui était attendu depuis très longtemps, qui était attendu depuis le 12 juillet 2019 et qui est enfin sur nos écrans. Et vous êtes extrêmement nombreux à vous présenter au cinéma. Je pense que ça prenait un film comme Top Gun Maverick pour entamer ce grand retour des gens qui aiment aller au cinéma. Donc, absolument, je tenais absolument à vous en parler puisque j'ai fait comme vous, j'ai été parmi l'un de vous. Je suis allé voir donc ce film qui était fort attendu par les cinéphiles de l'ancienne génération, mais aussi quelques nouveaux qui l'ont découvert grâce à leurs parents ou peut-être simplement des curieux. Alors, ce nouveau Top Gun, qu'est-ce que j'en ai pensé? D'abord, il y a eu quand même plusieurs années qui se sont écoulées, plus de 30 ans entre le film de 1986 de Tony Scott, jusqu'à celui de Joseph Kosinski qui réalise ce nouvel opus. Pourquoi ce n'est pas Tony Scott qui réalise le nouvel opus? Tout simplement parce que Tony Scott, pour ceux qui ne le savent pas, est décédé en 2012, donc il y a déjà 10 ans. Ce n'est pas parce que Tony Scott, d'abord, probablement n'était pas intéressé à réaliser ce nouveau film parce qu'il avait déjà commencé à travailler sur une possible suite. Ça prenait du temps. Tom Cruise très occupé. Est-ce qu'on allait le faire? Est-ce qu'on n'allait pas le faire? Bref. Et le film était en développement, c'était en pourparlers, mais c'était quand même sur la glace jusqu'à un certain moment, jusqu'à temps que Tom Cruise soit intéressé à reprendre le rôle et qu'il ait le temps aussi de le faire et que que les étoiles soient alignées comme on dit si bien. Alors tout ça pour dire que finalement Jerry Bruckheimer aussi embarque dans l'aventure et donc tout était en place pour que le film se fasse. Là, évidemment, il y a des grandes attentes de la part du public parce que, faut-il le rappeler, Top Gun, c'est un film qui est devenu culte parce que si on s'en souvient bien, si vous avez regardé le film à nouveau, écoutez, bien sûr, c'est un film qu'on apprécie regarder et qu'on regarde encore et encore avec beaucoup de plaisir. Quand moi, je le regarde avec un œil critique, c'est pas le film pour lequel je vais donner un 10 sur 10, mais pas non plus un film pour lequel je vais donner un 3 ou un 4, même si si on regarde, puis si vous faites des recherches, etc., les critiques n'ont pas été très très généreux nécessairement avec ce film-là. Mais pour Maverick, par contre, ils ont été, je sais pas, ils ont peut-être, plus apprécié le fait que Tom Cruise soit plus vieux, etc., etc. Bref, je vais quand même vous donner mon point de vue à moi, puis après ça, vous aurez évidemment la chance, si ce n'est déjà fait, de donner votre point de vue à vous. Alors, premièrement, et là je m'adresse vraiment, je pense que la plupart des gens qui écoutent et qui vont voir cette nouvelle mouture, ce sont des gens qui ont vu le premier épisode. C'est pas comme si tu t'en vas voir, par exemple, les films d'Halloween, puis il y en a 13, puis tu dis, mon Dieu, j'ai-tu vu le 6e, je m'en souviens pas, puis c'est pas si grave que ça. Dans celui-ci, c'est vraiment une suite directe, comme si, par exemple, on va voir Terminator. En général, pour bien comprendre, t'es mieux d'avoir vu Terminator 1 avant de regarder Terminator 2. Après ça, il y a des choses qui bougent, là, mais pour celui-là, je pense que ça vaut la peine de voir le premier. Sinon, il y a des choses que tu comprendras pas nécessairement. Alors, écoutez, grand plaisir, vraiment, je pense, pour des gens, parce que le début du film, d'abord, commence exactement, mais là, je dis exactement comme le film de 1986. Alors, à l'écran s'affichent les noms de Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Même si Don Simpson est décédé lui aussi, Jerry Bruckheimer tenait absolument à ce que le nom de Don Simpson apparaisse. Alors, Don Simpson, c'est son collaborateur depuis très très longtemps. Il a fait entre autres des films Bad Boys avec lui, etc. Donc, pour lui, c'était important que son nom apparaisse. Et il apparaît exactement de la même manière. On commence le film en indiquant, en rappelant exactement ce que c'est l'académie, donc de Top Gun, etc. Et même, écoutez, la même lettrine, etc., etc. La même musique d'Harold Faltermeyer. Ça commence exactement de la même manière. Et les premières images ne sont pas identiques à celles qu'on a vues dans Top Gun, l'original, mais sont presque similaires. Et
le bonheur s'accompagne du fait qu'on reprend la chanson tellement popularisée par Kenny Loggins, Danger Zone, qui, dans le premier film, écoutez, on l'entend au moins 2 fois, si ce n'est 3. Et c'est une des choses que moi j'avais... Je pense que c'est une des recettes qui a fait en sorte que le film a été si populaire, si apprécié. Dans le premier film de Top Gun. Si vous le réécoutez d'ailleurs, vous allez vous rendre compte que on tape sur le clou. Bon, la musique thème, ça va, ça c'est correct, la musique thème, on la répète. Mais Danger Zone, on la reprend très souvent. La musique de Berlin, Take My Breath Away, avant qu'on entende la chanson, la mélodie, on l'entend, écoutez, au moins 4 ou 5 fois avant qu'on entende la chanson, ce qui fait en sorte que ça nous amène à cette chanson-là. Puis, donc, une bande sonore, une trame sonore où il y a très peu de chansons, mais les chansons sont très bonnes. D'ailleurs, je me souviens principalement de 2 films de l'époque de Tony Scott. Soit dit en passant, Tony Scott a fait de très bons films. Là. Je me souviens entre autres de True Romance, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Mais 2 films avec Tom Cruise à l'époque, donc il y avait évidemment Top Gun et aussi Days of Thunder, le film qui avait fait en sorte que Tom Cruise et Nicole Kidman s'étaient rencontrés. Days of Thunder, moins connu que Top Gun, bien sûr, mais de très bonnes chansons, puis un rythme vraiment enlevé et enlevant, en fait. Et il y a vraiment une différence entre les deux, vous allez voir, entre le premier Top Gun et le Top Gun d'aujourd'hui. Dans le premier Top Gun, vous allez remarquer, si vous le revoyez avant d'aller au cinéma, vraiment, les gars sont tout le temps en sueur. C'est un type un peu ce qu'on appelle le softcore, là. Les scènes entre Tom Cruise et Kelly McGillis, tu sais, c'est très sensuel, etc. Là, vous retrouvez pas ça du tout dans la nouvelle mouture. Il y a une scène, bon, dans le premier, les gars jouent au volleyball sur la plage, là, on va jouer au football sur le bord de l'eau. Vous allez voir vraiment, là, c'est comme si on avait pris le premier scénario, on l'a remis au goût du jour d'aujourd'hui. La différence, c'est que dans le nouveau Top Gun d'aujourd'hui, alors, outre le fait que, bon, je dirais les 5 premières minutes après, à peu près, sont quasi similaires pour qu'on se remette dans le bain et qu'on se dise, ah oui, c'est ça que j'aime, c'est ça que je veux de Top Gun. La première scène est vraiment, bon, moi j'ai vraiment adoré la première scène avec Tom Cruise. Et ce que j'aime, c'est que malgré les années, puis malgré le fait qu'on voit bien qu'il y a de la teinture noire comme ça se peut pas, là, j'ai mis du charbon dans les cheveux pour avoir l'air presque aussi jeune, entre guillemets, mais les années ont passé, bien entendu. Mais c'est le même personnage, là. C'est Maverick, c'est le même gars, il a le même caractère, il a pas changé. On a vraiment une très très bonne scène d'ouverture, là. Le début est vraiment excellent. Et on a travaillé vraiment au niveau de la psychologie du personnage. C'est très intéressant, ça va bien. Bon, Kelly McGillis, bien sûr, n'est plus là. Elle est remplacée par un personnage qui s'appelle Penny et qui est interprété par Jennifer Connelly, que vous connaissez très bien, qui est une excellente comédienne, qui joue un personnage assez intéressant. Soit dit en passant, ce personnage-là de Penny, si vous écoutez, vous êtes très attentif, existe déjà dans la version de 1986, on ne la voit pas, mais il y a une référence à elle. Donc, la continuité est là, et la relation entre elle et Tom Cruise est intéressante, et puis elle est plus mature, bien entendu. On va effectivement, comme je vous dis, tout est fait en sorte pour que le spectateur se sente dans un film de Top Gun. Donc, évidemment, on peut pas ramener Goose, bien sûr, il est décédé. Par contre, son fils, il s'appelle Rooster, et lui, fait partie de l'histoire. Et ça se joue vraiment la relation entre Maverick et Goose. C'est là le nerf de la guerre. Donc, il y a l'histoire d'amour, évidemment, entre Tom Cruise et Penny, qui se joue très différemment de ce qu'on a vu entre lui et le personnage de Kelly McGillis en 1986. Sinon, le reste, là, entre les gars, les filles, etc., bon, ça se ressemble passablement avec ce qu'on a vu en 1986. Il n'y a pas vraiment de grandes surprises là, des petites prises de bec, etc. C'est sympathique, ça se passe très bien. Pour ce qui est du reste, c'est vraiment la relation entre le personnage de Maverick et de Rooster. C'est vraiment là que ça se passe. Et la grande différence, bien entendu, c'est que cette fois-ci, on utilise... l'histoire est plus claire. Bon, l'histoire d'amour, ça va, là, dans 1986, ça va. Mais
quand tu écoutes, puis peut-être que je sais pas, peut-être que je suis niaiseux ou quoi que ce soit, mais quand j'avais vu le film en 1986, puis même quand je le regarde encore aujourd'hui, prêtez attention, puis vous allez essayer de voir, surtout dans la première scène, c'est quoi qui se passe? Tu sais, à chaque fois qu'ils sont dans l'avion, tu ne sais pas vraiment s'ils sont en train de se battre, ils sont en entraînement, sont-ils en train de se battre contre quelqu'un? C'est pas clair. C'est pas clair, puis non seulement c'est pas clair, mais je l'ai fait écouter à d'autres personnes, parce qu'évidemment, je l'ai écouté à plus d'une reprise, puis la plupart des gens ne comprennent pas exactement qu'est-ce qui se passe. Très cool, les scènes d'avion, c'est très très cool, mais ils sont avec qui? Ils se battent-tu? Ils se battent pas? Ils font quoi exactement? Fait que ça, on ne le sait pas. Toutes les scènes là, de combat, entre guillemets, où des fois, c'est pas toujours très clair, puis on sait pas trop exactement c'est quoi leur mission. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils s'en vont faire. Ça, c'est pas clair. Par contre, dans celui-ci, on comprend davantage la mission. On ne sait pas trop qui ils vont attaquer, et c'est mieux comme ça parce que c'est possiblement les Russes, et heureusement qu'ils ne les ont pas nommés parce que ça aurait créé probablement un différend diplomatique là, dans les circonstances, mais c'est possiblement les Russes. Et c'est bien que ce soit comme ça. Donc les scènes vraiment sont exceptionnelles. Là. Toutes les scènes qui sont dans les airs sont vraiment exceptionnelles, d'autant plus que la plupart d'entre elles n'ont pas été filmées avec du CGI. Et ça, c'est vraiment super. Puis les comédiens ont filmé la plupart des scènes ont été filmés par eux avec des caméras qui ont été installées dans les cockpits, ils ont dû se maquiller eux-mêmes. Alors, ils devaient ramener eux-mêmes leur pellicule, et c'est une fois rendu à terre que le réalisateur pouvait vérifier si c'était bon ou pas. Donc, vraiment, ils ont dû s'entraîner dans certains cas là. Donc, à devoir vivre avec les forces G, etc. Donc, wow, je lève mon chapeau à ça parce que c'est quand même pas évident, puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre avec ça. Tom Cruise, on sait que lui, il y a rien qui l'arrête, là, mais c'est quand même pas fait pour tout le monde. Donc, ils ont dû vivre avec des trucs difficiles. La scène de la plage, là, tu sais, les gars huilés, etc., ils ont eu à vivre pendant 2 semaines avec des rations de je sais pas quoi, là, de smoothies boostés pour être sûr qu'ils soient super en shape. Et puis, Tom Cruise a pas du tout aimé la scène parce que tout de suite après, les gars étaient tellement contents d'avoir terminé leur scène puis d'avoir mangé des trucs qu'ils aimaient peut-être plus ou moins pour avoir, tu sais, des beaux corps pour plaire aux femmes parce que c'était le but de cette scène-là, comme ce l'était en 1986. Ils sont mis à boire de la bière puis des hot dogs, puis une semaine après, ils ont dû refaire la scène, fait qu'ils ont dû se remettre à ce même régime, ce qu'ils ont peut-être plus ou moins aimé. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que au niveau réaliste des scènes d'avion, pour revenir aux scènes d'avion, c'est vraiment beaucoup plus réussi, puis on comprend vraiment davantage, même si c'est pas toujours super clair, mais on comprend vraiment davantage qu'ils ont une mission. Ça fait un peu plus, comme à la limite, là, genre mission impossible. C'est drôle à dire, mais c'est OK, voici la mission, on s'en va faire ça, puis on s'entraîne pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment très clair. Alors ça, c'est vraiment très, très bien réussi. Le point négatif que j'ai par rapport à une des scènes particulières, c'est que ils s'en vont faire la mission et Tom Cruise, le personnage Maverick, dans cette scène-là, aurait pu mourir. À mon avis, il aurait dû mourir et ça aurait pu... Bon, là, vous allez dire, ah oui, ok, comme Goose. Non, pas comme Goose. C'est pas une question de comme Goose ou quoi que ce soit. Je pense qu'au niveau dramatique, ça aurait vraiment été meilleur. Et émotivement, le film en aurait gagné. Bon, le film aurait été écourté. Le film est beaucoup plus long. Hein. Le premier film durait 110 minutes à peu près. Celui-là dure 2h20. Alors, il y a vraiment toute une différence. Tu sais, faut que tu dises. Mais j'ai pas trouvé le film long. Je dirais pas ça, j'ai pas trouvé le film long. Alors, même si la scène ne se termine pas comme je l'aurais désiré, bon, écoutez, finalement, au final, ce qui se décide, puis bon, sauf Tom Cruise, puis c'est très à l'américaine, etc., tout le monde est content à la fin. C'est un film d'été, puis les gentils gagnent. Bon, fait que c'est correct pour ça. Et évidemment, ben, le seul autre personnage qui revient dans ce film-là, c'est Val Kilmer, qu'on voit très peu, et qui ne parle presque pas. Les seules paroles qu'il prononce, ben, c'est des paroles qui ont été arrangées avec l'ordinateur, parce que Tom Cruise, malheureusement, ben, il a un cancer de la gorge qui est assez dévastateur. Alors, il ne parle plus, Val Kilmer. Bon, il a une vie plutôt trépidante, et on ne leur dirai pas plus, parce que c'est un gars qui
pas nécessairement toujours été apprécié sur les plateaux de tournage, là. Mais ça n'enlève absolument rien au fait qu'on est content de revoir Iceman pour une scène avec Tom Cruise. Bref, tout ça pour dire que est-ce que c'est meilleur que Top Gun? Alors là, voilà, c'est la question principale. Alors, Top Gun, moi, le film Top Gun, je lui ai donné un 7 sur 10. Alors, 7 sur 10, je vous l'ai toujours dit, pour moi, c'est une très bonne note. Est-ce que ça vaut vraiment 7 sur 10? Bon, si on analyse toutes les patentes, là, le premier Top Gun, je parle du premier Top Gun, probablement que ça vaut pas 7 sur 10, mais dans notre cœur de cinéphile, parce qu'il faut, à un moment donné, il faut aller au-delà de, oh mon Dieu, il y a ci, il y a ça, c'est quétaine. Oui, c'est vrai que c'est quétaine. C'est très quétaine. Mais au-delà de ça, faut mettre dans la colonne le côté, hey, j'ai eu du plaisir, j'ai eu du fun, j'ai senti une émotion. Donc oui, et c'est un film qui fait partie de, hey, je dois le voir. C'est pas parce que c'est pas un 10, un 8, un 9, un 10 que je dois pas le voir. Top Gun, c'est un film qui fait partie des classiques américains. Donc, est-ce qu'on doit voir la suite? Ben oui, pourquoi pas? Parce que c'est un film qui... je trouve que la suite s'imbrique bien dans le premier. Tu sais, c'est pas complètement différent, c'est une suite logique, puis c'est une bonne suite. C'est une bonne suite. Le personnage de Tom Cruise est vraiment sur la même lignée, dans la même pensée, etc., etc. Et on respecte. C'est un film qui est respectueux du premier. C'est un excellent divertissement. Est-ce qu'il est meilleur? Bon, au niveau technologique, vraiment, oui. Au niveau des relations interpersonnelles, je pense que j'ai préféré le premier. J'aimais mieux les relations entre les gars. Puis est-ce que c'est parce que je suis plus vieux? Puis mais j'ai moins senti je sais pas, la chimie. Il y en avait une chimie là, entre les personnages, les jeunes personnages, mais on a moins le temps de s'attacher à eux. La musique, bon, la musique était tellement importante dans le premier. Bon, il y a une chanson de Lady Gaga dans celui-là, mais la musique était tellement bonne dans le premier, celui-là moins, puis pourtant, puis des fois, je vous l'ai déjà dit, moi, la musique, c'est super important. Habituellement, des fois, c'est juste la trame sonore, moi, que j'aime, tu sais, comme par exemple, la musique de Hans Zimmer dans Doom. Soit dit en passant, Hans Zimmer, c'est lui qui fait, qui fait la trame sonore. Mais la musique est tellement importante, et dans ce cas-ci, les chansons sont importantes. C'était à l'époque où les chansons devenaient très, très importantes dans les films. On peut penser à n'importe quoi. Regardez, juste, on peut penser à Breakfast Club, par exemple. Bon, si tu écoutes les chansons de Breakfast Club, sont pas bonnes, mais il y en a une bonne, puis tu la retiens, puis tu l'oublies pas. Hein, Don't you forget about me. Bon, alors, c'était cette époque-là. Et dans ce film-là, il n'y a pas de chansons qui me reviennent en tête en sortant de là. J'ai encore la chanson Danger Zone qui joue dans le film. Alors, je suis sorti de là, puis j'avais Danger Zone dans la tête. Ce qui est un peu étrange, mais tant mieux, là, parce que je veux dire, c'est un classique, mais bref. Alors, tout ça, tu sais, puis je me dis, OK, est-ce que c'était supérieur? Non, c'était pas supérieur. Donc, est-ce que je peux lui donner une meilleure note? Non, je suis pas capable de lui donner une meilleure note. Alors, je lui donne, moi, un 6.5, ça s'approche. Mais je pense pas que je vais regarder, je vais pas le regarder une deuxième fois, sans aucun doute. Je vais apprécier les scènes d'avion, tout ça, parce que c'est vraiment excitant. Le film est excitant. Mais lequel film je vais revoir à nouveau? Ça va être le premier. Le deuxième, même s'il y en a qui ont dit que c'était meilleur, est-ce que, au final, ceux qui ont dit que le deuxième était meilleur, lequel vous allez regarder à nouveau? Le premier ou le deuxième? Parce que si vous avez préféré le deuxième, ça veut dire que vous allez toujours regarder le deuxième. Moi, je suis pas convaincu de ça. C'est pas comme Star Wars, par exemple, où il y en a qui ont dit qu'ils ont préféré The Empire Strikes Back au premier, à l'original de New Hope. Ça, c'est possible. Ça, je peux comprendre ça. Terminator, même chose. Terminator 2, je peux comprendre que tu peux se regarder juste Terminator 2. Terminator 1, des fois, a moins bien vieilli. Celui-là, je ne suis pas convaincu. Bref, alors je reste sur ma position et donc je rappelle que je donnais 7 à Top Gun et que celui-là pour moi est un 6.5 parce que oui, je me suis diverti, je vais le regarder sans doute une autre fois et après c'est tout. Pas le film que je vais acheter ou garder dans ma collection, à moins d'avoir un coffret double puis que je laisse ça à ma descendance un jour qui voudra le regarder, qui sait. Alors voilà, donc j'espère que ça vous a donné quand même le goût d'aller le voir. Je pense que ça vaut la peine là, pour ceux qui ont aimé Top Gun, l'original. Ben oui, allez voir le deuxième, ça fait une belle conclusion. Et j'espère qu'il n'y en aura pas un troisième parce qu'à un moment donné, Top Gun, c'est correct. Mais Tom Cruise, lui...
il va arrêter de voler certainement. Et en terminant, c'est vrai, pour ceux qui voient le film, en général, en principe, vous devriez voir la bande originale du prochain Mission Impossible. Ça a l'air pas mal bon. Donc, ça, c'est une autre chose. On en reparlera une prochaine fois, certainement. Donc, à très bientôt. Au revoir.